Le but est, et ça n'est pas très facile, d'essayer de parler de Paul Klee en utilisant comme vecteur d'approche le titre de l'exposition qui est « L'ironie à l'œuvre », c'est-à-dire en quoi l'œuvre de Klee se fonde-t-elle sur une approche dont la spécificité serait un travail de l'ironie. Alors pourquoi ce n'est pas très facile? Bon, bien sûr parce que l'ironie c'est toujours un peu un problème, mais on va essayer de régler ça. Mais c'est peut-être aussi parce que je ne sais pas très bien si vous savez combien d'œuvres comprend le corpus de Paul Klee. L'estimation basse est à 8926 œuvres. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui sont persuadés que c'est 8925 et d'autres qui pensent que c'est 8927. Et je respecte profondément votre possibilité de diverger par rapport à 8926. Et dans l'estimation haute, c'est à plus de 10 000, mais là, personne ne dit rien. Pour vous donner un exemple, quand en 1935, alors qu'il a été obligé de revenir en Suisse, à Berne, qui est pratiquement sa ville natale, on diagnostique pour Paul Klee, malheureusement, une sclérodermie qui finalement l'emportera en 1940. Le choc de ce diagnostic crée une sorte de paralysie de la production qui fait que, en 1936, il ne va réaliser que 25 œuvres. Je dis réaliser parce que je ne suis pas très sûr de ce que sont les œuvres de Klee, je le redirai tout à l'heure. Donc, 25 œuvres en 1936. En 1939, où très probablement il sent la mort approcher et où il y a une sorte de regain de volonté d'exorciser la terreur de la mort et probablement de l'impuissance créatrice, en 1939, il réalise 1254 œuvres, divisées par le... Voilà. Alors, au moins au niveau du travail, c'est quelqu'un qui mérite d'être respecté à une époque où, comme vous le savez, le travail est une question épineuse. Voilà. Alors, toujours un petit détour bibliographique, puisque certains d'entre vous ont la gentillesse de me dire que ça les amuse, aide, intéresse. Ne vous laissez pas faire par le Télérama hors série, dont je ne suis pas arrivé à retrouver la couverture actuelle. Celui qui a été publié il y a 3 jours n'est que la reproduction de celui-ci avec une couverture différente. Il avait été publié en juin 2005. Donc si par hasard vous avez déjà celui-là, ne rachetez pas l'autre. Il est même d'ailleurs un peu incomplet. Celui-ci était un hors-série publié par Télérama à l'occasion de l'inauguration de ceci, dont j'ai déjà parlé récemment, qui est le Paul Klee Zentrum dans la banlieue de Berne en Suisse, réalisation tout à fait exceptionnelle de Renzo Piano, et qui a permis enfin de déployer par roulement le fonds bernois de Paul Klee, c'est-à-dire la bagatelle de 4000 œuvres, qui étaient stockées, à l'exception d'une vingtaine, trentaine, qui étaient présentées au Musée des Beaux-Arts de Berne et qui sont maintenant présentées par roulement au Paul Klee Zentrum avec des expositions thématiques et des catalogues, tous plus remarquables les uns que les autres. Donc, si vous ne voulez pas acheter le catalogue, toujours cette idée que quand il vous tombe sur les pieds, vous avez besoin d'aller chez votre podologue, mais qui est remarquable, le Paul Klee, l'ironie à l'œuvre, vous avez 2 voies d'approche qui sont très agréables et très disponibles et finalement assez denses. D'un côté, un numéro spécial de Connaissance des Arts qui s'appelle Paul Klee, l'ironie à l'œuvre, et de l'autre, le numéro spécial de l'objet d'art. Alors, je me permets, pour une fois, d'habitude, je ne tranche pas, mais là, je me permets de vous recommander celui de gauche, Paul Klee, l'ironie à l'œuvre, dans l'objet d'art, parce que j'ai regardé les deux et que je trouve que dans l'objet d'art, il y a un assez beau travail sur le concept d'ironie ou la pratique de l'ironie, en particulier telle qu'elle s'incarne chez les romantiques allemands, et chez Schlegel en particulier, et qu'il n'est pas aberrant de penser que quelqu'un comme Klee lisait des textes théoriques romantiques et que peut-être il connaissait cela. Autoportrait de 1911. Alors, bon, il y a à la fois quelque chose qui est de l'ordre de la mélancolie, la tête inclinée, mais contrairement au canon de Cesare Ripa, de l'iconologie de Ripa, la tête inclinée ne repose pas dans la main ouverte
ou sur le poing fermé, ce qui est la position traditionnelle de la mélancolie. Ici, la tête inclinée dit le mélancolique, et le fait de se gratter le front probablement fait allusion à une recherche intellectuelle. Et vous voyez, là, je pense qu'on est en train de mettre le doigt sur ce qui va être un des éléments moteurs de l'ironie chez Klee. D'un côté, l'émotion liée au mélancolique, et de l'autre, le désir probablement de ne pas céder à la tentation de, comment dirais-je, du déversement de l'émotion. Il faut bien voir que toute la fin du XIXe siècle et tout le début du XXe siècle européen est une sorte d'antiromantisme. C'est-à-dire qu'on a vécu une grande partie du XIXe siècle sous l'influence du romantisme. Frappe-toi le cœur, c'est laquelle le génie. Bon. Et donc, on a déversé des torrents d'émotions. Et tout d'un coup, on s'aperçoit, et là je vais faire allusion à quelqu'un qui reviendra plusieurs fois, qui est Roland Barthes. Quand je vous ai cité tout à l'heure 8926 œuvres, catalogue minimum de Klee, c'est clair qu'on a affaire à ce que Barthes appelle un album plutôt qu'un livre. L'album, c'est ce qui existe par la prolifération et la diversité. Le livre, c'est ce qui existe par la concentration et l'organisation autour d'un projet démonstratif. Là, on est véritablement dans une œuvre album plutôt que dans une œuvre livre. Ça, c'est clair. Et c'est clair que cette œuvre album, elle est probablement marquée par la tendance à, effectivement, exprimer, presque comme une sorte de journal intime, des émotions, des sensations, littéralement, je ne dirais pas à chaque seconde, mais à chaque minute de la journée. Et la tentation, bien sûr, de cette prolifération, c'est ce que Barthes appelait le poisseux du sentimental. Et le poisseux du sentimental, pour y échapper, il n'y a qu'un moyen, c'est une prise de distance. Alors là aussi, il faut bien voir que dans Eroneia en grec, il y a l'idée d'une prise de distance, il y a une distance entre ce qu'on dit et ce qu'on pense, et donc il y a une prise de distance qui permet de tenir l'émotion en respect, et qui en même temps, si vous voulez, la légitime justement parce qu'elle est tenue en respect. C'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas comme quelque chose, encore une fois, de poisseux, selon l'expression barthésienne. Alors, quant à ce dont c'est fait de bits and pieces, comme on dit en anglais. C'est fait de petits bouts de factures. Hein. C'est très, très étonnant. On va y revenir, bien sûr. Alors, ceci s'appelle Acte 1905. Acte, ça veut dire nu. Et vous voyez bien ici que vous avez quelque chose qui est assez étonnant parce que c'est probablement, effectivement, des seins, peut-être, hein, avec des jambes et des fesses, ou alors est-ce que c'est des yeux avec... Voilà. Et ça, je crois, si vous voulez, que cette difficulté de lecture, cette non-immédiateté de la lecture, c'est aussi quelque chose qui est caractéristique de l'ironie chez Klee. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, Klee vous présente une image qui vous oblige à vous engager dans la lecture. Et cet engagement dans la lecture en révèle probablement plus sur vous qui lisez que sur ce qui est lu. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où le piège se referme contre vous. Hein. Quand vous dites ce que vous voyez, alors que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voyez, vous êtes en train de faire de la projection. Rorschach, etc., etc. Hein. Et ça, je pense que Klee n'est pas sans conscience de ça. Alors, derrière acte, AKT, nu, il y a aussi, bien sûr, l'idée inévitablement d'acte, d'action, d'agir. Et vous voyez que le personnage est pris littéralement dans un sac de nœuds, donc il y a une difficulté d'agir. Et puis derrière ça, vous avez aussi l'idée de to act, en anglais, mais qu'on retrouve partout, hein, c'est-à-dire, évidemment, la question du jeu du comédien. Et ça, je crois que c'est très important. Une des manières, évidemment, d'exprimer l'émotion, c'est de la travestir, le travestissement. Le travestissement est très important. Ceux d'entre vous qui suivent le séminaire du lundi soir sur Shakespeare savent à quel point le travestissement est important, bien sûr, chez Shakespeare. Et on retombe sur Barthes avec cette fameuse expression où Barthes dit « Le problème n'est pas de s'avancer masqué, le problème est de s'avancer masqué en désignant son masque du doigt. »
Larvatus prodeo. Je m'avance masqué, mais je désigne mon masque. Je montre que je porte un masque. Et dans cette œuvre, je vais employer le mot œuvre parce que pas trop finalement, ces tableaux, gravures, dessins, etc. C'est assez compliqué en plus. Ils mélangent constamment. Ça aussi, il y a une ironie qui est dans le mélange des supports et des savoir-faire. Vous voyez très nettement ici que vous avez quelque chose qui ressemble à un guerrier, avec un casque, avec un panache, et puis ce guerrier, il porte un masque, qui est un masque presque de Père Noël, d'homme vieillissant. Voilà. Peut-être action et réflexion, présent et mémoire, peu importe. Mais cette dualité, elle est au cœur de la notion d'ironie. Je dis moins que ce que je pense pour justement créer cette espèce de distance ironique. Alors, autre élément, ça c'est 1930, c'est beaucoup plus tardif. Le comédien c'était 1904. Donc vous le savez, il est né en 79, donc en gros, 1904, il a 25 ans. Là, on est évidemment en 1930, il a 51 ans. Forme parfaite, le cercle de la tête. Forme extrêmement construite, les trapèzes dans lesquels on voit représenter des géométries diagonales, parallèles, évidemment tout ce qui est de l'ordre de croisement de lignes, voilà. Et puis au contraire, une hystérie des mouvements. Ça aussi, je crois que c'est capital chez lui. C'est-à-dire, encore une fois, cette tension, ce contraste, entre d'un côté quelque chose qui construit, et de l'autre quelque chose qui, évidemment, immédiatement surgit comme une sorte de response, comme on dit en anglais, un stimulus, de réflexe. Voilà. Et ça s'appelle l'élastique, celui qui bondit, et c'est 1930. Autre élément encore, quelque chose qui s'appelle Acrobate, de 1915, où on a une des grandes problématiques de clé, c'est-à-dire la question du dessin et la question de la couleur. Vous voyez bien qu'ici, le dessin apparaît en premier plan, si tant est que le premier plan il y est, comme autonome par rapport à la couleur et la couleur autonome par rapport à lui. À l'arrière des zones de couleur sur lesquelles sont plaqués des dessins dans lesquels la couleur... C'est du très mauvais coloriage. Si vous deviez noter ça comme coloriage, vous mettriez immédiatement une note catastrophique. Ça dépasse, c'est pas centré, etc. Bon, voilà. Et donc, il y a cette espèce de distorsion, de distance entre dessin et coloriage. Alors, la couleur, c'est l'émotion, c'est Venise, c'est Rubens. Le dessin, évidemment, c'est la rationalité. Et là, on retrouve à nouveau cette idée, comment exprimer l'émotion, mais l'authentifiant en la tenant en laisse par une rationalité. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas sûr qu'on soit très bon pour ça à l'heure actuelle. Il y a une sorte de déversement de torrent émotionnel, c'est une autre histoire. Et donc là, on a véritablement une sorte de tension entre une rationalité dessin qui est de l'ordre, bien sûr, de Florence et de Poussin, et au contraire, une émotion qui est de l'ordre, effectivement, de Venise et de Rubens. Des acrobates. Il y a quelque chose d'acrobatique chez Klee. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un mouvement qui consiste, évidemment, qui confine presque à l'hystérie. On prend constamment le risque de faire des choses et on risque de ne pas retomber sur ses pieds, déséquilibre, etc. On peut même aller jusque-là. Le Pantin, le Polichinelle. Sorte d'autoportrait étonnant, où vous avez bien la ficelle, et en bas de la ficelle, vous avez évidemment le petit gland, la petite poignée rouge. Si vous la tirez, les mains et les jambes vont se lever. Et donc c'est cette idée là aussi de... Et puis alors, vous sentez à nouveau ce coloriage qui ne marche pas, qui n'est pas bon. Ça déborde, c'est un peu empâté, ça n'a pas été suffisant. Et vous sentez qu'il y a à nouveau du côté du coloriage quelque chose qui est de l'ordre d'une émotion difficilement contenue, et puis la détermination à contenir par la sécheresse critique du dessin. C'est-à-dire que le personnage est en bordure de ridicule. Il y a constamment chez Klee une sorte de tangence du ridicule et de la dérision.
jusqu'au moment où vous vous apercevez que cette tangence du ridicule et de la dérision, loin évidemment de tuer l'émotion, est là pour authentifier l'émotion. C'est-à-dire qu'au moins, ça ne sera pas un déversement torrentueux de... voilà. Hein. Et alors probablement, une des images les plus importantes, c'est le funambule, 1923, où vous avez tout un élément de réalisation au sens de matérialisation du décor, on peut supposer des échelles, des choses qui permettent de suspendre le fil dans le vide, etc. Et puis, cette forme là aussi d'autoportrait distancié qui est Klee comme funambule. C'est-à-dire Klee traçant une ligne de crête, hein, il invente le fil sur lequel il déploie évidemment sa marche, et ce fil est suspendu entre deux abîmes, qui serait d'un côté, évidemment, la sécheresse de la rationalité, et de l'autre, encore une fois, le sirupeux d'une émotion non maîtrisée. Et là, je pense qu'on a vraiment quelque chose qui est très important pour Klee. Au fond, l'émotion s'authentifie de se retenir. Et le moyen de la retenir, l'émotion n'est jamais aussi authentique que quand elle se retient. Pour nous qui sommes un peuple de la litote, ça nous va tout à fait. Hein? Dire à quelqu'un « j'ai envie de te sauter dessus pour faire des choses sous la manière « va, je ne te hais point », c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au cas où vous auriez oublié ça. Mais voilà. Et donc ça, c'est très important. Et je pense qu'il y a chez Klee quelque chose qui est très dans l'ordre d'une émotion qui se retient. Alors, toujours un petit problème. Hein? Et ce petit problème de lecture de Klee, c'est l'aspect régressif de sa peinture. L'ironie chez Klee, c'est qu'il présente à des adultes des images dont on pourrait penser qu'elles sont faites pour des enfants. Là, on est évidemment à cheval sur Baudelaire et Picasso. Baudelaire, le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Picasso, à 12 ans, je dessinais comme Raphaël. Il m'aura fallu tout le reste de ma vie pour réapprendre à dessiner comme un enfant. Et d'un seul coup, vous avez ça chez Klee. La relation à Picasso est une relation très étrange. Hein. Ils s'évitent. Et quand par hasard ils se rencontrent, ils ne se disent rien, comme si l'un faisait de l'ombre à l'autre, risquait de faire de l'ombre à l'autre et réciproquement. Hein. Alors évidemment, une fois que je vous ai dit légende du Nil, vous vous dites « Ah ben oui, effectivement, le bateau est là avec les rameurs, le personnage, le poisson, etc. etc. » Mais, légende du Nil, oui. Et alors là aussi, vous avez une sorte de distance, de tension ironique entre image et texte. Il est quasiment impossible de lire, de regarder du Klee sans travailler sur le titre, ce qui va à contre-courant de ce que vous a dit, par exemple, toute la peinture abstraite, hein, qui dit le titre, on s'en fout. D'ailleurs, vous avez qu'à regarder un certain nombre de peintres abstraits qui ne mettent plus de titre. Hein. Alors que chez Klee, vous avez une sorte de dialectique, de tension entre ce que montre l'image et ce que dit le texte. Hein. Autre élément sur lequel je passe rapidement, parce que je n'aurai pas l'occasion d'y revenir tellement, c'est le choix très 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 original de support. Ici, Légende du Nil, 1937, c'est du pastel sur du coton qui est monté sur toile de lin. Et donc vous avez à la fois un côté précieux et fragile des supports, alors que l'image n'a qu'une idée, c'est de durer. C'est comme si l'image qui veut durer et qui veut exorciser la destruction du temps jouait à fond la carte d'un médium plus fragile que celui qui aurait pu être choisi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'à cet égard, l'exposition est quand même très intéressante. Et là, Bateau dans le courant, 1937, entends-je venu de je ne sais où dans cette noble assemblée quelque chose comme une rumeur, ma petite sœur en aurait fait autant? Non, bien sûr, sinon vous ne seriez pas là. Vous seriez probablement aux îles Caïmans ou serait-ce à Panama en train de dépenser les royalties de votre petite sœur. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est là où on a quelqu'un qui est extrêmement important, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a compris, comme le comprend Mondrian exactement en simultanéité, qu'il y a une manière d'innover qui est l'addition et la complexification. Il y a une autre manière d'innover, beaucoup plus subtile peut-être et plus essentielle, qui est la soustraction et la simplification. C'est-à-dire enlever tout ce qui pourrait empêcher le premier moment où l'image tient.
Et donc la création ne progresse pas, encore une fois, elle régresse vers l'origine de l'image, le degré zéro de l'image. Décidément, le pauvre Roland sera à la fête ce soir. Hein. Retourner jusqu'au degré zéro de l'image, c'est-à-dire se dispenser de tout ce qui n'est pas nécessaire, qui est un travail fantastique de création, d'innovation et de soustraction. Le seul problème, comme je le dis toujours en entreprise, quand on m'invite à faire à tort un séminaire sur l'innovation, c'est que le gros problème, c'est la métonymie. C'est-à-dire que quand vous parlez à des gens, quand vous êtes un leader et que vous parlez à des gens du fait que vous allez vous lancer dans une innovation par soustraction ou par simplification, il y a toujours quelqu'un qui pense, non peut-être sans raison, qu'au bout du bout, le processus de simplification ou de soustraction va l'inclure, elle ou lui, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc il y a manque d'enthousiasme pour cette forme, évidemment, de... Hein. Alors, au cas où ceci vous paraîtrait un peu simple, et c'est ça qui est pour moi extrêmement important, Clay, c'est quelqu'un qui, à la fois déçoit et nourrit votre désir de complexité. Il le déçoit parce qu'apparemment c'est très simple, et il le nourrit parce que c'est justement quand ça devient très simple que ça devient finalement assez difficile à expliquer. Hein. Derrière tout ça, c'est très clair, on y reviendra, vous avez quand même la situation redoutablement critique de la peinture dans la dernière décennie du 19e et la première décennie du 20e, ça a été dit ici 350 000 fois, donc je passe rapidement, c'est-à-dire le problème de la photographie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la peinture a fondé sa légitimité sur un argument de marketing qui est la capacité de suggérer la profondeur dans un espace plan, le jour où la photographie commence à faire la même chose, mieux, plus vite et moins cher, vous le savez bien, si une entreprise autre que la vôtre fait la même chose que vous, mieux, plus vite et moins cher, comme dirait Johnny, il y a un problème. Hein, voilà. Et donc il faut absolument réagir. Et ça, c'est le grand drame de la photographie, de la peinture, pardon, fin 19e, début 20e. Hein, c'est complètement évident. Ne plus aller vers le mimétique, la reproduction du réel. On ne peut plus reproduire le réel, puisque ça, la photographie le fait. Alors, pour un moment, on va pouvoir échapper. Hein. C'est-à-dire que tant que la photo ne fait pas de la couleur, on va tous se jeter dans la couleur. Et c'est peut-être pas par hasard que les avant-gardes surgissent quand elles surgissent, fin 19e, début 20e, les fauves, l'expressionnisme, etc., qui sont des avant-gardes qui privilégient outrageusement la couleur au détriment de la construction linéaire qui était à la base de la perspective, de la géométrie. Ça, c'est clair. Et vous voyez bien qu'ici, il n'y a absolument pas de profondeur. Il y a des suggestions de profondeur, mais tout se veut sur le même plan, bien sûr. Hein. Alors, est-ce que ça, c'est du gribouillage de quelqu'un qui ne s'est jamais formé, qui fait ça à toute allure, hop, de chic, hein, voilà. Alors, il ne faut pas rêver. Hein. Faut pas rêver. Les deux personnages que vous voyez là sont bien sûr Paul Klee à droite, hein, photographie de Hugo Erfurt, prise en 1927, c'est-à-dire 7 ans après le début d'une phase essentielle de l'itinéraire créatif de Paul Klee, qui est l'entrée au Bauhaus. Et l'entrée au Bauhaus, à l'invitation de qui? Le personnage, bien sûr, que vous voyez à gauche et que vous reconnaissez, photographié par Bieber, qui est Walter Gropius, l'homme qui a conçu le Bauhaus et qui a rédigé, bien sûr, le manifeste du Bauhaus, publié en avril 1919, avec une illustration de quelqu'un qui sera toujours assez proche de Klee et qui s'appelle Lionel Feininger, quelqu'un qui était revenu d'Amérique, alors que c'est la génération précédente qui est partie, et qui est reparti en Amérique au moment du nazisme. Avec, vous le voyez, là aussi, une insistance très forte sur le dessin, sur la construction, Bauhaus, hein, c'est le problème de maison, à la fois construction et paysannerie et architecture de la maison, et voilà, bon. Et le manifeste du Bauhaus publié en avril 1919, parce que Gropius rassemble ses premiers professeurs à Weimar, dans un bâtiment que vous voyez ici, réalisé en 1911, donc 8 ans avant, par un architecte et décorateur belge fondamental qui s'appelle Henri Van de Velde. Et Van de Velde a réalisé ce bâtiment, et Gropius s'est installé dans ce bâtiment, juste en 1924, où la municipalité de Weimar a changé de couleur, c'est-à-dire que la municipalité de Weimar, elle avait commencé comme pratiquement toutes les municipalités allemandes de l'immédiate après-guerre par un socialisme social-démocrate, et elle glisse irrésistiblement vers une droite dont on ne sait que trop où elle aboutira.
Et une des premières manifestations de glissement à droite, c'est le refus par la nouvelle majorité de renouveler les subsides, les subventions du Bauhaus. Et donc le Bauhaus s'en va à Dessau. Il arrive en 25 et il y restera évidemment jusqu'en 32, date à laquelle la municipalité de Dessau, même mouvement, et puis en plus donc le parti nazi ensuite, voilà. Bien. Paul Klee donc arrive à Weimar en décembre 1920, ça fait un an à peu près que le Bauhaus est installé dans le bâtiment que vous voyez là. Il suit le Bauhaus en 1925 à Dessau, dans ce bâtiment absolument superbe. Si vous n'avez jamais vu ça, il faut aller d'urgence à Dessau, c'est magnifique. Et puis, il y reste jusqu'en 31. Donc, le Bauhaus à Dessau se termine en 32. Klee est déjà parti depuis un an parce qu'il estime, malheureusement d'ailleurs à cause de la pression de la montée en force du national-socialisme, que les débats théoriques entre professeurs du Bauhaus deviennent plus importants que la pratique de l'activité créative et artistique. Et il ne faut jamais oublier qu'à Dessau, vous les visiterez si vous y allez, sont associés au bâtiment que vous venez de voir les maisons des professeurs, et que la maison des professeurs que vous voyez ici est une sorte d'ensemble symétrique, dont les deux parties, évidemment, sont accolées l'une à l'autre, chacune des deux parties constituant, évidemment, une maison. L'une, évidemment, voit Vassili Kandinsky et l'autre, Paul Klee. Donc, voilà, on y reviendra tout à l'heure. Alors, ce que je voulais vous montrer, parce que c'est important, c'est que nos petits bateaux sur l'eau, là, tout bleu, hein, ça vient d'un énorme travail. Vous avez là les notes de cours des carnets de Paul Klee. Ça, c'est sa préparation de cours, de dessin. Avec, évidemment, inévitablement, la référence germanique à Goethe, puisque vous savez que Goethe est l'auteur d'une théorie des couleurs, et que tous les peintres allemands post-Goethe ne peuvent pas s'extraire d'une référence à la théorie de la couleur chez Goethe, dans laquelle on ne va pas s'engager maintenant, parce que nous serions encore demain matin. Mais ce que je veux vous montrer, c'est la manière dont Paul Klee fait travailler de manière extraordinairement technique ses élèves. Et donc, le point d'aboutissement de tout ça, cette apparente légèreté, ce côté apparemment de chic, ce côté, tiens, on a pris un coin de papier, on a fait des traits bleus et oups, ça ressemble à des bateaux sur la mer. Hein. Tout ça, c'est le résultat d'un immense travail. Je ne cesse de dire aux gens qu'on n'improvise juste qu'au bout d'un immense travail. Et que l'improvisation juste est la rémunération d'un travail incessant et sans relâche. Et vous voyez bien que partout, Klee, évidemment, travaille avec des rapprochements inévitables avec un travail que Mondrian et de Stijl sont en train de faire avec Theo van Doesburg en Hollande à l'époque, c'est-à-dire une réflexion sur l'élémentarité de l'image. Au fond, une image, qu'est-ce que c'est? Et là, vous voyez bien que la formule de Maurice Denis, souvent réutilisée ici, revient en force, hein, qui est, Maurice Denis disant, se souvenir qu'une toile, avant d'être une scène de bataille, un cheval au galop, une femme nue, une belle femme nue, ce sont des couleurs dans un certain ordre assemblées. C'est ça la définition d'une toile, des couleurs dans un certain ordre assemblées. Alors après, vous pouvez les assembler pour ressembler à quelque chose, vous pouvez les assembler pour ressembler à elles-mêmes. Et ça, c'est clair qu'à ce moment-là, au moment où la peinture est battue en brèche sur sa fonction mimétique, elle a tendance à se replier sur, au fond, qu'est-ce qui fait le degré zéro du tableau. Du rouge, du jaune, du bleu, des mélanges de ces couleurs, les complémentaires, le noir, le blanc, les non-couleurs, et puis à partir de ça, et vous voyez bien que tout doucement, on s'oriente vers quelque chose de musical. Cette note des dièses, des bémols, on arrive à faire avec ça des masses de partitions, mais là, effectivement, et alors évidemment, l'idée que Paul Klee vient d'une remarquable famille de musiciens, qu'il est lui-même un excellent violoniste, on va en reparler tout à l'heure, et Dieu sait si, même moi j'ai joué un moment du piano, alors vous voyez, n'importe qui peut, mais le violon, ça non. Si vous essayez de jouer du violon passé à un certain stade, je pense que vous créez une sorte de coalition familiale qui tend à... Voilà, bien. Et alors, tout ça, en plus, est publié. C'est-à-dire que le Bauhaus publie des notes de cours, c'est-à-dire des cahiers d'exercice, tout ça, donc, est extraordinairement travaillé. Et nous avons même récupéré, dans les archives du Bauhaus à Berlin aujourd'hui, le travail des étudiants à partir des cours de Klee. C'est-à-dire que vous avez là une étudiante qui s'appelait Magda Langenstrass-Hulig, qui a travaillé sur, effectivement, ces cercles concentriques avec la montée depuis le noir jusqu'au rouge. Exercice qui lui avait été proposé par Klee.
Ici, en 1927, le précédent était en 1925, vous avez Lena Meyer-Bergner qui travaille sur un exercice que lui donne Paul Klee sur le rayonnement centre à la dérive. Et puis vous avez encore la chère Lena Meyer-Bergner, dont vous n'aviez jamais entendu parler aujourd'hui, qui travaille sur une consigne de Paul Klee sur illumination ombre. Donc vous voyez que tout ça est extraordinairement travaillé et qu'il est évidemment très clair que si Paul Klee fait travailler ses étudiants de cette manière-là, c'est parce que lui maîtrise parfaitement ces techniques et que l'apparente simplicité est la rémunération d'une maîtrise totale d'une technique. Les gens me disent parfois, mais est-ce qu'on n'est pas leader? J'ai dit oui, c'est ça le drame. Les gens qui naissent leaders sont des gens qui ne travaillent pas leur leadership et qui donc au bout d'un moment finissent par répéter constamment les mêmes attitudes, les mêmes réflexes et qui plaquent effectivement du mécanique sur du vivant, ce qui, comme nous l'a dit notre bon maître Bergson, produit le rire. Il est né donc le 18 janvier 1979 à Münchenbuchsee, tout près de Berne, où il retournera finir sa vie. En fait, il meurt près de Locarno, mais il retournera en Suisse dans des circonstances que je vais expliquer. J'adore cette photo. Il a 13 ans. Et autant le gamin veut faire sérieux, autant l'homme mûr voudra faire enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, on est vraiment dans des ruptures ironiques. C'est-à-dire que le gamin, là, il veut faire tout sauf 13 ans. Et Klee voudra faire tout sauf 40 ou 50 ans. Premier exercice de dessin, mon antre, ma chambre. Bon. Deuxième exercice de dessin, on n'est pas suisse pour rien. Voilà. Donc le lac de Thun, près de Schandau. Et puis troisième exercice de dessin, le col de Gemmi dans le Valais, vers 1895. Donc si vous calculez, il a 16 ans. Et alors ça, c'est très curieux. Pardon, ça ressort beaucoup plus tard. Et ça s'appelle coup d'œil suisse sur un paysage. J'adore ça. 1926. Donc là, il a effectivement 47 ans. Et vous sentez que le sérieux du dessin de 15 ans, en particulier celui-ci, est remplacé par, évidemment, le côté très légèrement canular du travail de 47 ans. Car vous avez effectivement des montagnes, vous avez des rideaux de nuages et de brouillard, vous avez des arbres qui sont complètement perdus, tout autre chose que leur tronc. Et puis alors ce que j'adore, ça s'appelle coup d'œil suisse sur un paysage, et là vous avez l'œil, qui est dans le tableau, et qui regarde. Et vous voyez, ça c'est à nouveau, il est très important quand on veut travailler sur Klee, d'avoir ce contrepoint ironique, soit du texte par rapport au tableau, soit du tableau par rapport au texte. Il entre en 1898 à l'Académie des Beaux-Arts de Munich, donc il a 19 ans. Son premier professeur est Franz von Stuck. Franz von Stuck, vous savez, c'est le grand peintre de la femme fatale. C'est, à mon avis, moins évident que Klimt, mais c'est quand même très important dans l'époque. Et c'est clair que c'est le grand peintre de la femme fatale dans la sécession munichoise. À mon avis, il vaut mieux pas aller se frotter à droite. Gauche, je ne suis pas sûr non plus, mais droite, certainement pas. Vu les attributs, là, il y a très léger problème. Et puis son deuxième professeur, en dehors de Franz von Stuck, c'est Heinrich Schnier. Heinrich Schnier qui déclara que Paul Klee est l'étudiant le plus brillant qu'il a jamais eu. Alors le problème de Heinrich Schnier, vous savez, c'est qu'il a une fin de carrière un peu difficile, ça devient le portraitiste officiel de... Et oui, parce que vous voyez, l'ironie, elle porte sur le fait qu'on est dans un monde qu'on avait cru pouvoir habiter et qui devient progressivement inhabitable. Et là, il y a un véritable problème. Alors, en 1898, à l'Académie des Beaux-Arts de Munich, il a Stuck, il a Heinrich Schnier, et il néglige complètement quelqu'un qui va devenir très important pour lui, disons, 10 ans après, 13 ans après, qui est Vassili Kandinsky, qui est son camarade d'études, mais qu'il ne repère pas, et qui d'ailleurs ne le repère pas lui non plus. En 1901, voyage en Italie. En 1904, voyage à Munich, où il découvre le très grand graveur anglais Aubrey Beardsley, William Blake, Goya, James Ensor et le masque. Vous savez, il y a quelque chose effectivement de très profondément masqué, travesti chez Ensor. En 1905, il est à Paris. Alors ça, je ne suis pas sûr, parce que je ne suis pas arrivé à déterminer, mais s'il est en 1905 à Paris, et s'il y vient à l'automne, c'est extrêmement important,
mais il faudrait que j'avoue que pour le moment, j'ai eu beau reprendre je ne sais combien de bouquins de catalogue, je n'ai pas la date exacte de son séjour, parce que le salon d'automne de 1905, vous le savez, c'est le moment où le critique Louis Vaucel rentre dans des salles entières de Matisse et de Derain rapportées de Collioure et dit « Oh, mais c'est Donatello parmi les fauves !» Et le mot restera. C'est le salon fondateur du fauvisme. Donc, de cette exacerbation de la couleur, sur lequel, jusqu'à ce moment-là, Klee, visiblement, n'a pas de maîtrise réelle. Hein. Donc c'est très important. Il découvre tout d'un coup, peut-être, la couleur. Hein. Et puis, il a rencontré pour la première fois, en 1900, une jeune femme qui s'appelle Lili Stumpf, qui est une pianiste. Il l'épouse en 1906, complétant ainsi le cercle musical familial. Parce que, alors ça, c'est absolument étonnant qu'il soit devenu peintre. Il aurait dû devenir musicien. Son père est musicien, sa mère est cantatrice, frère, sœur, tout ça c'est musicien, chanteur, cantatrice, et il épouse une pianiste. Et il est un excellent violiniste. Mais, il déteste la musique contemporaine. C'est lui, ça, hein, le pianiste en détresse. Et alors, alors, évidemment, il a une haine, Klee n'est pas un homme de haine, mais enfin, il est extrêmement réticent par rapport à tout ce qu'ils sont montés dans la musique depuis la fin de Mahler et la prise en relais de la seconde école de Vienne, c'est-à-dire Berg, Webern et Schönberg. Et ça, il n'aime pas. Et alors, j'adore parce que je crois que finalement, c'est ce qu'il a représenté dans la partition. Vous savez, cette idée que jusqu'à ce moment-là, l'idée c'était que la musique occupait la totalité du temps et qu'il y avait très rarement des silences, peut-être dans le Köchel 516, le quintet de Mozart, mais rarement. Hein. Alors que là, il y a évidemment une construction de la musique qui est des notes risquées contre la suprématie du silence. Et si vous regardez, vous avez l'impression qu'il y a des notes qui sont suspendues un peu partout et au hasard, et ça doit l'agacer profondément. Son grand musicien, c'est le retour triomphal du néoclassicisme via l'Italie, c'est Busoni. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Busoni, mais voilà. Et ce pianiste en détresse de 1909, que j'adore, hein, qui est très, très, très Klee, hein, sera repris de façon tragique, à mon avis, hein, dans ce pianiste de 1940, l'année de sa mort, où on voit bien qu'à la fois la fragilisation du clavier et en même temps l'espèce d'enfermement du personnage dans sa propre complexité et dans ses propres méandres interdit finalement la création de la musique et de la beauté. Ceci est très étonnant, ça s'appelle l'oreille bouchée. Vous voyez vaguement un personnage ici, hein, avec un nez, probablement avec une petite moustache, avec un menton, qui est un personnage extrêmement simple, simplifié, etc., qui ressemble un peu au dernier portrait, enfin au dernier visage de Jawlensky déjà. Et puis, on ne sait pas trop ce que c'est, mais vous avez l'impression d'une présence qui est en train d'enfermer ce visage pour l'empêcher d'entendre ou d'écouter. Ça s'appelle tout simplement oreille bouchée. Hein. Et donc vous sentez qu'il y a constamment quelque chose qui est de l'ordre du grotesque, qui vous laisse évidemment dans l'incompréhension, voire dans une défense de l'incompréhension par le rire. Je ne comprends pas, donc je ris, ce qui est un moyen de réaffirmer une supériorité. Et tout d'un coup, comme par exemple ici, je suis saisi par l'émotion de la fragilité ou évidemment de la blessure d'humanité. Paul Klee, que lui manque-t-il? 1930. Et ça, je crois que c'est très important. Hein. Klee retrace au fond ce qui sont nos chemins. Nous n'aimons pas voir quelque chose qui, de manière visible, nous renvoie à nos handicaps invisibles. Donc, pour récupérer une supériorité par rapport à cette déstabilisation, nous nous moquons, jusqu'au moment où finalement nous entrons dans le mystère de la fragilité de l'autre, ce qui nous oblige à accepter la nôtre. Et alors évidemment ça c'est très net, hein, c'est parce que évidemment en 1911 il y a quelqu'un qui est venu à Berlin lui acheter un de ses dessins, et ce personnage-là bien sûr c'est Alfred Kubin, le grand dessinateur cauchemardesque de la sécession viennoise. Personnage absolument essentiel, que trop peu de gens connaissent en France, mais qui est vraiment un créateur d'images fabuleux.
D'ailleurs, Koubine, pour ceux d'entre vous qui connaissent bien Odilon Redon, Koubine a des liens avec Odilon Redon qui sont, c'est très curieux, hein, il y a une sorte de généalogie Odilon Redon, Koubine, Clé. Et Koubine fonctionne de manière, moi je trouve, très étonnante. Et cette idée justement du grotesque, de l'horreur, qui va se convertir progressivement en une compassion, on la retrouve toujours dans la carrière de Clé. L'homme à la grande gueule, 1930, dont vous vous détournez dans un premier temps, et puis dont éventuellement vous acceptez que votre regard posé sur lui va le poser dans l'existence et par voie de conséquence vous introduire effectivement dans le mystère de l'identification et de la cum passio, c'est-à-dire de subir avec. Alors il entretient ce côté un tout petit peu, je dirais presque démoniaque, du dessin qui ridiculise pour préserver la supériorité de celui qui dessine, quant à la demande de Koubine, première illustration, chapitre 1, Candide chassé du château à grands coups de pied dans le derrière. Et ici, une illustration du chapitre 16, tandis que deux singes les suivaient en leur mordant les fesses. Et vous voyez, là, on est véritablement dans quelque chose qui est très... Alors là, on est en 1912-1913, hein. Il a quoi? Il a 33 ans. Hein, on est plutôt dans les débuts de la carrière. Mais il y a une sorte de sécheresse cruelle du trait du dessin, qui est un moyen, je suis persuadé, de résister à la tentation de l'épanchement émotionnel. Et toute la création, c'est ça l'intérêt de l'exposition. L'intérêt de l'exposition, c'est de vous montrer qu'au fond, Clé n'a créé que par le détour de l'ironie, pour échapper au déversement post-romantique de l'émotion, alors que toute la fin du 19e et le début du 20e européen, littérairement, musicalement, picturalement, est en réaction contre le romantisme, et que c'est sa manière à lui d'assumer sa part du mouvement. D'où le fait aussi qu'à partir de 1919, il crée une sorte de théâtre guignol du grotesque. Et si vous allez au musée, au Paul Klee Zentrum à Berne, vous avez une salle entière où vous verrez ces créations de personnages, de théâtre, de guignols auxquels il a consacré beaucoup de temps et d'énergie. Et qui sont assez enzoriens par certains côtés, pour ceux d'entre vous qui connaissent bien Enzor. Alors il y a un voyage en 1912 qui est très important, qui est à Paris, avec deux présences fondamentales lors de ce voyage, parmi bien d'autres. Hein. Il voit Everybody Who Is Anybody. Hein. Mais les deux personnages les plus importants, c'est un critique et marchand d'art allemand qui s'appelle Wilhelm Ude, peint ici en 1910, excusez du peu, par Picasso, et à gauche, Robert Delaunay, autoportrait. Et il est là, donc, Clé en 1912. Alors, vous voyez bien que j'ai parlé tout à l'heure du partenariat Matisse-Derain, 1905, l'été magique miraculeux à Collioure. Quand vous revoyez la Moulade, crique qui est située sur le chemin entre Collioure et Port-Vendre, quand vous voyez la Moulade traitée par Matisse au début de l'été 1905, vous reconnaissez tout. C'est rassurant, c'est quasiment photographique. Quand vous voyez la Moulade traitée par Matisse à la fin de l'été 1905 et qu'entre-temps, Derain, qui est plus jeune et plus audacieux que lui, l'a entraîné vers une nouvelle forme d'image, alors ça a complètement changé. Et vous voyez bien ici le portrait de Wilhelm Ude, hein, c'est évidemment le résultat de la collaboration Picasso-Braque, 1908-1909. Hein, où, vous savez, Braque a cette formule magnifique, Picasso et moi étions comme deux montagnards encordés, l'un ne pouvait pas avancer sans que l'autre le suiviez, et réciproquement. Donc cette idée que l'innovation est probablement plus encore un phénomène d'atelier qu'un phénomène solitaire. Et qu'en tout cas, il faut à un moment la médiation de quelqu'un de plus aventureux que vous, qui va faire tomber effectivement votre système de défense ou d'enfermement dans du déjà connu ou du déjà là. En tout cas, certainement, Delaunay est essentiel, parce que vous voyez, ça, il le voit, on en est sûr. Delaunay avait fait ce tableau fondamental, qui est un renversement du travail sur la fenêtre.
La fenêtre a toujours été essentielle en peinture, puisque la fenêtre correspond au cadrage du visible, comme le tableau. La fenêtre est une sorte de substitut du tableau. Mais vous aviez deux manières d'envisager la fenêtre. Soit la fenêtre est en fond de tableau et elle privilégie l'intérieur, le premier plan, et elle ouvre ensuite discrètement sur l'arrière, ou alors la fenêtre est en premier plan, l'intérieur est réduit à presque rien, et la fenêtre est un point de passage obligé vers l'ouverture, vers le dehors. Ici, la grande originalité de Delaunay, c'est de refuser la dialectique dedans-dehors et de dire ce qui m'intéresse, c'est la façon dont la lumière va jouer dans une sorte de polychromie géométrique à la surface du verre. Donc ce que vous voyez là, c'est un phénomène de surface et pas de profondeur. Et ça, pour Klee, c'est très important. Si la profondeur a été conquise par la photographie, la peinture ne peut plus s'occuper de profondeur. La peinture doit s'occuper de problèmes de surface, de phénomènes de surface uniquement, pour échapper à la concurrence de la photographie. Et cette idée que la lumière jouant dans la surface de la fenêtre va déclencher une architecture polychrome qu'il importera de transcrire ensuite dans la peinture, ça c'est fondamental. Et très probablement sans ça, il n'aurait pas fait en 1917 cette église verte et clocher. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la référence au Delaunay. Il y a évidemment l'idée qu'à partir de 1911-1912, il retrouve son petit camarade d'université 1798 des Beaux-Arts, ou de l'école des Beaux-Arts, de l'Académie des Beaux-Arts de Munich, à savoir Wassily Kandinsky, qui est l'auteur évidemment de l'Almanach der Blaue Reiter, c'est-à-dire Kandinsky apparaissant comme le chef du premier expressionnisme allemand. Je ne parle pas de Die Brücke ensuite, hein, mais voilà. Et alors, il faut vraiment voir que Klee est le voisin immédiat, l'ami, le confident, le partageur de dialogue avec Kandinsky. Très important, je vous ai mis à la suite 4 tableaux de 1910, parce que 1910, c'est l'année charnière, c'est l'année où Kandinsky produit sa première aquarelle abstraite, à la suite du fameux incident dans l'atelier, je n'ai pas le temps de raconter maintenant, mais vous voyez bien que ce qui est très étonnant ici, c'est que vous sentez la persistance d'un ultime figuratif et l'émergence d'un premier abstrait. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'ici, il y a un personnage à cheval sur un cheval, des personnages installés sur l'herbe, sorte de déjeuner sur l'herbe finale, mais qu'en même temps, ces présences sont en train de se libérer de tous les éléments de figuration pour ne plus apparaître que comme des zones de couleurs. Un tableau, ce sont des couleurs dans un certain ordre assemblées. Ça, c'est fondamental. 1910, c'est l'année de la première aquarelle abstraite de Kandinsky, encore une fois. Ça, c'est fondamental. Et à ce moment-là, Kandinsky n'est pas tout seul, là aussi, comme par hasard. Kandinsky est avec une compagne qui s'appelle Gabriele Munther. Ils sont installés à Murnau dans les Alpes bavaroises, d'où cette scène dans les Alpes bavaroises, où Gabriele Munther, la compagne de Kandinsky, fait le portrait de l'autre couple russo-allemand, ou germano-russe, qui collabore avec eux. Et c'est à 4 qui vont inventer le Blaue Reiter, bien sûr. Hein. Ça, c'est très, très important. Et Gabriele Munther vous décrit l'homme russe, Alex von Jawlensky, et la femme allemande, Marianne von Werefkind. Et vous avez ici, alors ça, c'est magnifique, 1910, Marianne von Werefkind, L'Arbre Rouge. C'est un tableau absolument somptueux. Et ici, vous avez alors le génie absolu de quelqu'un qu'on a beaucoup trop oublié aujourd'hui, qui s'appelle Alex von Jawlensky, hein. 1910, jeune fille avec un chapeau à fleurs. Et c'est somptueux. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, à ce groupe de 4 que Klee rejoint, puisqu'il participe à la fondation du Blaue Reiter, s'ajoutent 2 jeunes locaux, régionaux de l'étape, hein, c'est-à-dire d'un côté, évidemment, Franz Marc et sa passion pour la dynamique animale, avec ici ces 3 chats de 1913 qui sont absolument étonnants. Et en plus de Franz Marc, bien sûr, un personnage absolument déchirant, trop oublié aussi, Auguste Macke, avec cette magnifique femme à la veste verte, 1913, qui est probablement un des tableaux les plus bouleversants qu'on ait jamais fait sur la solitude par rapport, évidemment, aux autres couples. Et alors là, vous avez véritablement le noyau dur du Blaue Reiter, les 2 Russes, Kandinsky et Jawlensky, les 2 compagnes allemandes, Munther et Werefkind, et puis les 2 jeunes munichois qui viennent s'agréger au groupe et qui vont lui donner sa dynamique. Et alors, c'est à partir des 2 jeunes, de l'un des 2 jeunes, bien sûr, que va se produire l'événement fondamental de la marche
à la couleur chez Klee, qui est Le voyage de Tunis en avril 1914. Et vous avez ici une somptueuse image de Macke, qui vous représente évidemment la découverte extasiée d'un autre mode de vie, une sorte de néo-primitivisme, qui est fondamental. Avec, vous le connaissez si vous vous intéressez à ça, la fameuse photo, où vous voyez évidemment un jeune Tunisien tirer l'âne sur lequel est assis Auguste Macke, et le personnage à chapeau que vous voyez derrière, c'est Paul Klee. Ils sont trois, en fait, dans ce moment extrêmement important de l'histoire de la peinture moderne. Il y a bien sûr Paul Klee, il y a Auguste Macke, et il y a un ami d'enfance qui s'appelle Louis Moyet. Et c'est le moment où, par le contact avec la lumière et la couleur de la Tunisie, Klee va commencer à essayer d'intégrer forme, dessin, ligne, intellect, rationalité et couleur, émotion, sentiment et fusion. Essayer de produire une synthèse des deux et non plus, comme chez les acrobates tout à l'heure, la disposition du dessin devant la couleur sans interpénétration des deux. Et alors, que ce soit évidemment ici les bulbes à Kairouan ou ici à nouveau Kairouan, et là maintenant regardez bien, là vous avez quelqu'un qui fait de la peinture quasiment traditionnelle, même si la peinture est verticalisée, mais ça c'est magnifique. Ça s'appelle dans le style de Kairouan transposé dans un registre modéré, toujours faire attention. Et là vous sentez bien que ce cherche Klee, ça n'est plus un art qui décrit, mais un art qui suggère. C'est-à-dire un art qui se refuse à la moindre concession photographique, mais qui essaie, comme de la musique, de trouver, non pas avec des notes, mais avec des couleurs et des lignes, un équivalent visuel de l'émotion ressentie sur les lieux mêmes du voyage. C'est fondamental. C'est ce que pratiquement à la même époque, et c'est ça qui est tellement émouvant, T.S. Eliot formule dans sa théorie du corrélat objectif. Et c'est toujours l'antiromantisme. Ne pas exprimer ses sentiments, mais trouver quelque chose qui va permettre d'être la formule de ces sentiments sans être elle-même sentimentale. Alors vous avez bien sûr, tout n'est pas parfait, mais c'est magnifique. C'est à Mamet, en 1914. Et puis ensuite, bien sûr, c'est la vue de Saint-Germain. Saint-Germain, c'est le nom de la plage chic de Tunis qui est redevenue aujourd'hui Ezara. À nouveau, vue de Saint-Germain. Alors vous voyez, là, c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'on a l'impression que la couleur chante comme elle n'a jamais chanté chez Klee. C'est la libération véritablement du voyage à Tunis. Et on voit bien que tout de suite, la question se pose de lisibilité des formes et confiance faite à la tâche de couleur. Est-ce qu'il faut pousser la forme jusqu'à la lisibilité simple ou est-ce qu'il faut faire confiance à un dialogue ou à une sorte d'ironie critique de la ligne par rapport à la couleur et de la couleur par rapport à la ligne? Alors quelquefois, il débouche carrément sur une sorte de pré-abstraction. Il y a quelque part du Nicolas de Staël, là, en germe. Plage de baignade à Saint-Germain près de Tunis, 1914. C'est-à-dire cette espèce d'exquise simplification du réel qui fait qu'à un moment, on ne sait plus si c'est du réel, du figuratif ou de l'abstrait. Et la déclaration est fondamentale. En rentrant de Tunisie, il dit « La couleur s'est emparée de moi, je sais que je n'ai plus à courir après elle, je sais qu'elle a pris possession de moi pour toujours, c'est le sens de ce moment béni, la couleur et moi ne faisons plus qu'un, je suis peintre. » Pictor sum. Ça, c'est fondamental. Et alors, il va revenir vers ce moment fondateur avec une sorte de nostalgie régressive. Jardin dans le Sud en 1919, où vous voyez ces taches de couleurs qui sont censées traduire évidemment le charme visuel d'un espace encore inconnu, exotique en quelque sorte, donc on ne peut pas nommer parce qu'on ne le reconnaît pas, mais qui, d'une certaine manière, vous séduit par son simple aspect visuel. Et ça, c'est fondamental. Vous voyez bien qu'ici, l'émotion, c'est ce qui vous touche, et la nomination n'est pas encore là. Donc, vous n'êtes pas encore capable de nommer en peinture, c'est-à-dire de dessiner. Et c'est fondamental. Et alors, il y a des influences très importantes, comme les Boucharouettes, les fameux tapis géométriques à zone de couleur, qui sont le charme, évidemment, de l'art des tisserands du Maghreb, et il y revient sans arrêt. Jardin dans le Sud en 1936. Et on a l'impression qu'à ce moment-là, cette sorte d'exaltation de la couleur, des formes simples, ce côté un peu
Éden à jamais perdu et dont la peinture est un moyen de s'y réintégrer, comme chez Constable, mais je ne sais pas pourquoi, enfin je ne peux pas vous expliquer pourquoi maintenant, mais c'est exactement la même chose. Cette idée que la peinture, c'est un moyen de retourner à un Éden à jamais perdu. Alors évidemment, ça s'oppose trait pour trait à ça, qui était le début de la carrière, 1903. Deux hommes se rencontrent pensant chacun que l'autre lui est supérieur. Et on se dit que ça ne va pas très bien tourner. Et vous voyez, la sécheresse, constat et cruelle du dessin, alors qu'ici, vous étiez bien sûr dans l'émotion de la couleur, mais contrôlée par une géométrie extrêmement réelle. Et alors, dans la plupart des cas, ça donne des choses merveilleuses, comme ça, qui s'appelle « Chameau dans un paysage d'arbres rythmiques » 1920. Alors, je suppose que vous avez repéré les 4 pattes du chameau, hein, la queue du chameau, les 2 bosses du chameau et le corps du chameau et la tête du chameau. Hein. Mais vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans un premier temps, vous ne reconnaissez pas. Et cette non-reconnaissance vous oblige à la concentration et à l'attention. Et ça n'est que par la concentration et par l'attention que vous pouvez véritablement entrer. Et ça, c'est évidemment très astucieux. C'est une forme d'ironie. Parce que Klee vous dit « Ah, vous venez à mon tableau pour voir ce que vous connaissez. Passez votre chemin. Je vais vous montrer ce que vous aurez du mal à reconnaître. Mais ce mal que vous aurez à reconnaître fera votre engagement dans le déchiffrement de la toile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que ça ne se livre pas du premier coup que vous allez être plus engagé dans... Et là, Klee, Picasso, même combat. Klee et Picasso n'ont jamais eu qu'une seule obsession, c'est éviter la paresse de l'œil. L'œil n'a que trop tendance à vouloir reconnaître. Il faut faire travailler l'œil. Et on voit bien évidemment qu'un défaut d'innovation dans un certain nombre de communautés, c'est parce que l'œil ne travaille plus, bien sûr. Hein, et que tout le monde est trop rassuré par le fait de retrouver toujours la même chose et de reconnaître tout de suite. Tant qu'il n'y a pas une mise en danger de la communauté par le surgissement d'une forme de destruction, hein, des process et des habitudes, ça ne peut pas fonctionner. Ça, je trouve ça merveilleux. Hein. C'est, encore une fois, chameau dans un paysage d'arbres rythmiques. Alors pourquoi ce désir continuel de retour en arrière vers un paradis perdu? Parce que ce paradis perdu, c'est celui dans lequel Macke l'a introduit, entraîné et probablement amené à dépasser les limites de sa création. Or, évidemment, Auguste Macke va tomber au champ d'honneur le 26 septembre 1914, c'est-à-dire moins de 6 mois après le voyage à Tunis. C'est absolument terrifiant. Et Franz Marc, les 3 chats que vous avez vus tout à l'heure, mourra le 4 mars 1916. Donc il y a toute une génération qui est d'artistes, qui est fauchée alors même qu'ils n'avaient peut-être pas totalement encore atteint à la maturité. Et évidemment, Auguste Macke laissera derrière lui des choses absolument magnifiques comme ça, Kerouan, qui est absolument prodigieux, et auquel, je pense, une partie de la couleur chez Klee rend hommage. Et Klee, lui, transcrira cette espèce d'impact terrifiant de la guerre de 14 dans ce genre de tableau, qui s'appelle « Lieu détruit ». Et qui est magnifique parce qu'on n'a plus l'impression que le monde n'est plus qu'un décor vide. C'est-à-dire que vous voyez à travers les fenêtres des maisons que derrière, il n'y a que du noir. Et que la maison est sans volume, elle est effectivement une simple épaisseur de simulacre de réel posée sur le grand noir du néant. Et donc le grand noir du néant s'aperçoit à travers les fenêtres. Le décor est vide. Décor semblable à l'âme de l'acteur, comme dira évidemment Baudelaire. Ça, c'est 1920, ça s'appelle Lieu détruit. Et alors là, maintenant, il faut dénoncer quelque chose que je n'ai pas encore dénoncé, mais qu'il faut dénoncer d'urgence. C'est l'ânerie de vous montrer ça. Pourquoi? Parce que ça fait 22,3 cm sur 19,5. Et que toute la création de Klee est une création d'enfance. C'est-à-dire, c'est une création minimale au niveau gestuel. C'est quelque chose qui murmure et qui ne crie pas. Vous pouvez passer à côté de Klee sans les regarder, ils sont tellement petits. Hein, voilà. Et alors, évidemment, ce genre de tableau fait en 1920, c'est une sorte d'hommage indirect à Macke et à Marc, aux gens qui sont partis et qui ne reviendront plus. Hein. Lui-même a été soldat en 1916, et j'aime beaucoup cette idée des sapins en 1917, où vous voyez que les sapins
le Wald allemand. Là. Alors là, si vous voulez, moi je pense qu'il y a chez lui quelque chose qui nous renvoie à une conférence précédente, c'est-à-dire l'identification de l'âme allemande à la forêt, telle qu'elle nous avait été déployée par Caspar David Friedrich et par Anselm Kiefer, et que la manière dont Anselm Kiefer montre la forêt dévastée par la guerre de 39-45, ce que vous avez là dans l'idée des sapins 1917, c'est la forêt identitaire germanique dévastée par les mouvements géométriques du progrès scientifique qui n'a servi qu'à mieux tuer et à tuer plus efficacement. Et ça, c'est très fort, me semble-t-il. Et alors, pour vous rassurer, village détruit, 1920, ancien de la collection Berggruen, vendu à un autre propriétaire qui l'a remis sur le marché de l'art l'année dernière. Le tableau fait 30,4 cm sur 25,3. C'est beaucoup plus grand que celui que je vous ai montré précédemment. Le tableau est vendu en vente chez Christie's à New York le 14 mai 2015, c'est-à-dire il y a moins d'un an. Et ce très grand tableau recueille la somme de 1 505 000 $. Si vous calculez en centimètres carrés, le rapport sur investissement est assez terrifiant. Vous retrouvez exactement la même chose, c'est-à-dire ce soleil rouge, ces bâtiments dont on a l'impression vraiment qu'ils ne sont que des façades qui ne parviennent pas à cacher, mais qui au contraire, d'une certaine manière, organisent et cartographient l'immense noir qui est derrière eux, le neutre. Et puis, évidemment, au premier plan, cette bougie éteinte qui renvoie, bien sûr, à tout le décor des vanités hollandaises du XVIIe siècle, bien sûr. Et alors, quelque chose d'assez étonnant, qui s'appelle « Une fois émergé du gris de la nuit », 1918. Et cette une fois émergé du gris de la nuit, vous avez le gris qui est là, qui est très probablement la représentation métaphorique de la guerre. En dessous, avant, vous avez des lettres, donc vous avez des mots, vous avez des paroles, vous avez de l'écrit et vous avez de la couleur. Puis vous avez cette espèce de bande de 4 ans qui dénie la lettre et la couleur. Et puis vous avez peut-être le retour de la lettre et de la couleur après. Et très probablement, cette espèce de jeu lettres-couleurs est quelque chose qui lui vient de Dada. Difficile de penser qu'un Suisse, installé à Munich, qui retourne de temps en temps à Berne, ne peut pas ne pas savoir qu'à Zurich, il se passe des choses, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans cette maison, évidemment, où il fait travailler la peinture et le dessin à ses élèves, il travaille, Roseraie 1920, réenchantement du monde, par la présence de ces structures circulaires de rose dans un univers qui est par ailleurs géométrique et à plans imbriqués les uns dans les autres. Une petite méditation sur l'agneau 1920. Comment se fait-il que des sociétés et des nations, soi-disant fidèles à l'agneau, aient pu se détruire de manière aussi dévastatrice et cruelle pendant 4 ans? D'où la mélancolie, effectivement. Le refus de grandir, même s'il s'appelle Senecio, avec évidemment constamment un jeu sur des décalages, le refus de la symétrie. Sous une apparente symétrie, le refus de la symétrie. Et là, il y a aussi un élément d'ironie, bien sûr. Le jardin, qui apparaît effectivement magique, jardin magique, mars 1926, autour d'une présence féminine verte qui semble être comme une sorte d'Ève dans un jardin retrouvé. Mais le jardin est quand même menacé. Regardez la culture d'arbres en 1924, où on a véritablement l'impression que la géométrie du décor est en train de porter atteinte à la croissance naturelle des arbres. L'embardée totale vers une abstraction rigoureuse, horizon, zénith et atmosphère, 1925. Et comme s'il était inquiet d'avoir abordé quelque chose d'aussi abstrait et d'aussi complexe et d'aussi, voilà, le retour à Chanteuse de l'Opéra Comique, 1923. Où là, véritablement, on est évidemment dans les dessins du début, ou ça, que j'aime beaucoup, Peur d'une fille, 1922, ou alors peut-être la représentation la plus extraordinaire, Chat et oiseau, 1928, la plus belle, là c'est légèrement freudien, c'est-à-dire la représentation de l'obsession. Puisque vous avez vu entre les deux yeux du chat et frontalement l'oiseau. Le chat ne pense qu'à ça. Et c'est ça le problème finalement, c'est à partir du moment... C'est un portrait absolument extraordinaire de l'obsession, qui est étonnant. Et alors, portrait de l'obsession,
qui, bien sûr, dans ses effets tragiques et destructeurs du sujet de l'obsession et de l'objet de l'obsession, est présenté ici sur le mode ludique comme un dessin d'enfant représentant un chat. Ça, c'est très important. Si Klee vous avait fait une sorte de... Il va vous en faire une dans une minute, donc voilà. Mais là, pour moi, ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas de portrait plus convaincant de l'obsession, et en même temps, il y a une volonté de dédramatiser, peut-être pour rendre plus tragique. C'est-à-dire qu'au fond, l'obsédé n'habite pas son obsession. Le voilà, lui, photographié par Albers, Joseph Albers, qui partira aux États-Unis, deviendra un des membres essentiels de l'expressionnisme abstrait de l'école de New York, puis ensuite du Black Mountain School, bien sûr. Et Klee, donc, ici, en 29, jeune fille possédée. Voilà, ça c'est, vous voyez, c'est... Et là, je pense effectivement qu'il y a le triple mouvement dont on a parlé tout à l'heure. Déstabilisation du regard, tenue à distance par la déclaration d'infériorité de la personne qui est regardée, et puis peut-être maturation possible en une compassion, c'est-à-dire qu'il y a un retour de l'image en miroir. C'est-à-dire qu'au fond, la fragilité visible de cette présence me renvoie à mes propres fragilités invisibles que j'essaie de ne pas voir, mais que je vais peut-être enfin pouvoir habiter par la mise en miroir de. Et alors, de même qu'il vous fait ces choses-là, il vous fait ce truc-là. C'est-à-dire, c'est pratiquement simultané. Comme si l'espèce de pression émotive de ceci devait pouvoir être tenue à distance par une sorte d'impersonnalité absolue du travail ou d'une personnalité qui ne s'entend que de manière totalement objective et indirecte. Ça, pour moi, c'est le pianiste, enfin le violoniste devenu peintre qui vous dit jusqu'au bout, il faudra faire des gammes. Parce qu'on est maître de son outil pictural que, comme de son outil musical, par la gamme, c'est-à-dire par le travail. Et que quelle que soit la compétence qu'on a acquise, le retour aux gammes est absolument essentiel. L'humilité du retour aux gammes est absolument essentielle. Vient 31, évidemment, l'étoile filante. Il se sépare du Bauhaus parce qu'il estime que le Bauhaus, il comprend très bien que c'est la pression extérieure des forces d'extrême droite montantes qui renvoie le Bauhaus à la question de son financement et à la question de sa localisation. Et c'est ce qui, évidemment, suscite une radicalisation des conflits, en particulier entre Itten et Gropius. Mais il quitte le Bauhaus pour s'en aller, évidemment, à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, où il va rester simplement 2 ans, parce qu'il en sera chassé en 1933 par l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et là, son appartement va être fouillé, des tableaux vont être saisis, etc. Et il ne sera plus question pour lui, qui va d'ailleurs prendre très véhémentement la défense des Juifs victimes de ce genre de pratique, alors que lui-même ne l'est pas. Hein, mais il va dire qu'une société ne peut pas fonctionner sur ce genre de système. Hein. Et donc, en 1932, vous avez ces choses, ça s'appelle « Sacrifice barbare ». Et c'est un tableau, vous voyez, là aussi, qui, dans un premier temps, paraît comme ça un peu mignon. Hein. Et puis, quand vous commencez à le regarder, ces regards, les dents, là, hein, vous avez l'impression d'un espèce de monde feutré et secret dans lequel tout le monde surveille tout le monde et tout le monde, effectivement, est en train d'essayer d'emprisonner tout le monde. Je trouve ça très, très fort. Et c'est cette espèce de gris rosé hein, qui fait un peu velours, feutré, et on a l'impression que l'horreur, hein, je trouve qu'il y a très longtemps j'avais donné comme sujet de disserte à la Greg la discrétion de l'horreur chez Poe. Il n'y a pas d'horreur plus horrible que celle qui reste discrète. L'horreur gore, c'est pas très bon, mais l'horreur discrète, hein, c'est vraiment la forme d'horreur la plus terrible. Hein. Et alors évidemment, ça donnera en 1933 ce tableau hyper célèbre, autobiographique, qui s'appelle Rayé de la liste. C'est-à-dire qu'en 1933, ses œuvres sont saisies, et c'est en 1933 que va être organisée à Dresde la répétition générale de, bien sûr, 1937, hein, l'art dégénéré à Munich.
déjà en 1933, vous aurez une première exposition de tableaux que la nation ne doit pas regarder, faute d'être corrompue par la pourriture de ce qu'elle regarde. Et donc 1937, c'est l'exposition bien sûr sur l'art dégénéré, visitée par le Führer, hein. Et c'est très curieux que, évidemment, vous ayez ces figures à la fois grotesques et menaçantes qui hantent l'imaginaire de Klee depuis 19. Visite de Goebbels, avec à l'arrière-plan probablement à gauche 2 œuvres majeures de Emil Nolde. Et du coup, en 1937, il fait ce qu'il appelle la révolution des viaducs. C'est-à-dire, de quoi s'enorgueillit évidemment le régime nazi? Des infrastructures. Vous êtes probablement tous trop jeunes, mais moi quand j'étais jeune, je me souviens très bien, on disait « Ah, les Allemands ont des autoroutes et nous on n'en a pas hein. ». Il fallait réfléchir d'où venaient les autoroutes. Hein, voilà. Et du coup, effectivement, Klee appelle les viaducs, produits par la puissance, évidemment, du national-socialisme, à se rebeller contre leur fonction de viaduc et à marcher, probablement, contre leur créateur. Ou alors ceci, hein, qui est Regard sorti du rouge, hein, que je trouve aussi très, très étonnant, avec cette espèce de seul œil blanc, souligné du seul œil noir, souligné du sourcil sur fond blanc, ou œil vu de profil ouvert, comme si, là aussi, on était dans une société de la surveillance, sorte de Big Brother anticipant le Orwell de 84. Alors, maintenant, il est devenu temps, effectivement, de citer cette phrase, qui est une phrase fondamentale, la phrase la plus importante que Klee ait jamais prononcée. Hein. L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Ça, c'est vraiment la déclaration essentielle. C'est-à-dire que pour Klee, l'art ne peut pas se laisser aller à reprendre l'intuition de la peinture et de la photographie, c'est-à-dire le mimétisme figuratif. Reproduire ce qui est déjà là, le réel. Il faut que la peinture s'occupe d'autre chose et qu'elle laisse à la photographie le soin du constat de représentation figurative. Et donc, effectivement, il s'agit de faire des images que personne n'aurait pu voir sans le peintre. Vous voyez ce que je veux dire? Le peintre se légitime par le fait qu'il donne à voir quelque chose que personne d'autre n'avait jamais donné à voir. Avec évidemment l'inspiration musicale, Polyphonie de 1932, où très probablement vous avez une sorte de capacité à rendre compte dont on ne sait pas très bien s'il faut regarder le tableau de gauche à droite, de droite à gauche, ou de haut en bas, ou de bas en haut. C'est comme si on était immergé dans du visuel qui devient évidemment presque de l'audible ou du musical, avec une volonté très forte d'un enracinement dans le pointillisme de Seurat, hein, mais avec les zones de couleur. Ensuite, cette idée que vous avez un certain nombre de composantes invariantes qui sont des petites formes géométriques roses ou bleues, et qu'ensuite vous avez cette liberté de les composer en ces petites formes, ces petits carrés, ces petits rectangles, et qu'ensuite vous pouvez en faire des formes qui sont à chaque fois nouvelles, donc que finalement le grand art, c'est un art de la composition d'un donné. L'innovation naît de la contrainte et meurt de la liberté. La contrainte de la musique, c'est les 7 notes, c'est les bémols. Et alors, je crois qu'il n'aimera jamais l'idée que la musique ait recours à la dodécaphonie et qu'elle ne puisse pas s'en tenir à la contrainte qui est la sienne. Lui, c'est une contrainte du visible, forme, couleur. Plus on réduit les formes, plus on réduit les couleurs, plus ça prouve l'invention de celui qui sait faire surgir des choses différentes avec toujours les mêmes formes et les mêmes couleurs. Ça, c'est fondamental. Pour l'innovation incrémentielle, pas de plus belle définition d'eux. Et puis ici, bien sûr, encore une fois, des couleurs et des formes à partir de cette espèce de série de notes pointées, pratiquement, que tous ces petits points, des choses beaucoup plus massives, dans Rocher la nuit en 1939, mais là, évidemment, quelque chose qui annonce la menace, avec ces rochers de formes différentes contre lesquels le regard vient se briser et qui sont évidemment à la fois couleur froide et couleur nocturne. Et puis, juste pour finir cette série-là, le monument en pays fertile de 1929, où encore une fois, Klee vous dit,
Le problème, ce n'est pas les éléments de base, c'est évidemment la manière dont vous les composez, dont vous les organisez. Hein, c'est la loi de composition, hein, c'est clair. Alors ensuite, deux petites choses sur les flèches. On aurait pu prendre des masses de choses. Deux chemins. Chemin probablement vers le blanc, c'est-à-dire est-ce que c'est la lumière, est-ce que c'est le neutre? Si c'est la lumière, c'est l'éclairage. Si c'est le neutre, c'est ce qui est disponible pour être couvert de signes. Vous vous souvenez peut-être de cette toile extraordinaire de Picasso qui s'appelle l'Atelier de la Californie, que j'ai dû montrer ici, où vous avez au centre une grande toile blanche, par laquelle Picasso vous dit la toile la plus importante, c'est toujours celle qui est à venir. Ici, le blanc qui est l'avenir de l'image est petit à petit enserré dans des couleurs avec, regardez, les deux flèches qui vous indiquent évidemment deux chemins d'accès. Est-ce que ces chemins d'accès sont collaboratifs ou est-ce qu'ils sont confrontationnels? Ça, c'est pas dit. Et évidemment, ce morceau étonnant du chemin de la citadelle, je crois que je vois les deux citadelles, hein, ici et là. Et si vous regardez le chemin, évidemment, le chemin ne va pas vers les citadelles. Les flèches vous entraînent à... Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes condamné à être perdu? Peut-être. Est-ce que ça veut dire finalement que ça n'est jamais le but qui compte, mais le voyage, et que le voyage est infiniment plus important que le but? Ça, c'est possible aussi. Je passerai rapidement sur Ad Parnassum, qui est l'œuvre peut-être la plus connue de Klee. Elle était au musée de Berne. Le musée de Berne a été obligé de la donner au Paul Klee Zentrum, mais le Paul Klee Zentrum le reprête au musée de Berne de temps en temps pour que le musée de Berne ne soit pas complètement orphelin. Parnasse, Niesen, Alpes suisses, Alpes bernoises, paysage de l'enfance, Parnasse, lieu d'inspiration poétique, couleurs, forme parfaite. Hein. N'oubliez jamais la définition que Paul Klee donnait d'une ligne. Une ligne, c'est un point qui est allé en promenade, que je trouve assez joli. Voilà. Et cette idée, donc encore une fois, d'un nombre minimum d'invariants à partir duquel, évidemment, on va pouvoir composer une infinité de formes, la combinatoire, et que finalement, le génie n'est probablement pas dans un recours à des éléments de base nouveaux, mais le génie est toujours dans le rebond de la combinatoire. Moins les éléments sont nombreux, plus le génie est dans la combinatoire et dans le rebond de la combinatoire, avec toujours ce problème qui est la recherche de l'équilibre. Audace, oser, 1930. Et au fond, ce que Klee cherche, c'est cet endroit entre le rationnel et l'émotion, cet endroit entre l'ironie et l'effusion, cet endroit entre, effectivement, le lisible et l'illisible, le figuratif et l'abstrait. Une ligne de crête. Ça, c'est clair. Une ligne d'équilibre. Alors ensuite, viennent évidemment les années difficiles, sous la protection de l'ange en 1931, le départ sous la protection de l'ange, depuis évidemment le Bauhaus vers Düsseldorf, mais ce départ, au lieu d'être un départ pour une terre promise, est un départ pour l'exil, c'est donc un mouvement inversé. On ne part pas de l'exil vers la terre promise, on part de la terre promise vers l'exil. Le pas de deux, qui est assez, voilà, hein, terrifiant, avec à la fois ces deux silhouettes sauvage et en même temps réduite à presque rien, contredite par l'échelle et par le mouvement des lignes grises un peu étonnantes. Hein. L'erreur à partir du vert, tableau extrêmement énigmatique, où vous avez, est-ce que c'est une sorte de métonymie du corps désiré, hein, sorte de fétichisme à la Sacher-Masoch, hein, de la jambe, du bas, et du soulier, qui par effectivement l'escalier parviendrait à entrer dans le regard et dans l'obsession. Hein. C'est comme l'oiseau dans le chat tout à l'heure, hein, avec un visage qui est un visage un peu, évidemment, les lèvres féminines. Regardez un des yeux en soleil, avec les rayons, l'autre œil en lune. Traditionnellement, les crucifixions sont représentées entre le soleil et la lune. Et puis alors, cette extraordinaire représentation du nez. Hein, on retrouve la fine... Vous vous souvenez, l'oreille bouchée de tout à l'heure, avec le nez très fin et les deux narines. Et puis, ces deux lignes,
qui deviennent de pures abstractions, mais qui sont en même temps le nez, les sourcils et des bouts de cheveux sur ce crâne, effectivement, rasé comme un œuf. Là, vous avez à la fois, bien sûr, l'humour et l'ironie, et probablement l'idée de la représentation de l'obsession et de la névrose qui l'accompagne, mais tenue à distance, évidemment, par quelque chose qui constamment frise le ridicule, sans y tomber à cause de l'étrangeté de lecture. Il est capable de cette étonnante émotion dans Le Vase, 1938, qui est assez proche de Matisse, je trouve, cette cruelle école de danse de 1939, où vous envisagez peu d'envoyer des gens apprendre à danser. Puis alors après, on entre dans les choses assez terrifiantes. Le manteau bleu de 1940. Bleu, c'est chez les Grecs la couleur de la mort. Et vous avez inévitablement ici probablement la représentation de la maladie qui le dévore, la sclérodermie, hein, dont vous avez les crocs acéré et le regard obnubilé qui le fixe et qui très probablement le paralyse, hein, à force de le regarder. Ensuite, ce tableau très étonnant qui s'appelle « Captif en deçà, au-delà, figure » vers 1940, avec ces systèmes de grilles qui traduisent effectivement probablement l'emprisonnement progressif dans la maladie. Et puis vous le voyez pour cet homme qui n'est que regard, encore un œil, mais un autre qui est déjà fermé et qui a disparu. La jeune fille affamée, que j'aime beaucoup, parce qu'évidemment, si vous dites jeune fille, vous pensez jeune fille en fleurs, élégance, raffinement, charme, suavité, et on vous dit, attention, quand vous affamez une jeune fille, elle devient tout autre chose. Et c'est une leçon assez extraordinaire sur la capacité de l'environnement à détruire le naturel. Hein. Entre l'inné et l'acquis, là, il y a un vrai problème. L'inné, elle est peut-être une jeune fille charmante. Dans l'acquis, qui est la situation où elle ne peut pas manger à sa faim, évidemment, elle devient une sorte d'animal féroce, dévorant tout ce sur quoi elle peut mettre la main, y compris presque sa propre main. Hein. Donc c'est à la fois destructeur des autres et destructeur d'elle-même, sous l'effet de la faim. Je ne ferai pas de commentaires trop contemporains, parce qu'il peut y avoir une fin de sens qui réduit des gens à devenir destructeurs d'eux-mêmes et du monde parce qu'ils ont faim de sens et que cette faim n'est pas apaisée. Mais je trouve ça très très fort, hein, et très beau. Avant-dernière image, très circonstancielle, très étonnant ça, jusqu'au moment où vous lisez le titre. Encore une fois, erronéa, distance entre l'image telle que vous la voyez et la façon dont le titre va vous obliger à la lire. Puisque le titre, c'est « Cette étoile apprend à s'incliner ou à se courber ». C'est une adoration des mages. L'étoile est arrivée à la crèche, et les mages, vous les voyez là, s'inclinent et se courbent en présence de la révélation divine. Sauf que c'est peut-être une autre étoile, à ce moment-là, 1940. Et que sous le poids de cette étoile qu'on les oblige à porter, des gens sont obligés de s'incliner et de se courber. Et vous voyez que d'un seul coup, une image aussi simple que ça, parce que c'est fait avec presque rien, mais que la dialectisation ironique de l'image, du visuel et du titre qui vous entraîne au-delà de la sensation des couleurs et des lignes dans une réflexion conceptuelle à partir des mots, fait que tout d'un coup, l'image s'enrichit de façon extraordinaire au niveau d'une polysémie de la lecture, plusieurs sens. C'est fabuleux, avec des moyens extrêmement limités. C'est ça qui est fort, je trouve. Alors évidemment, hein, c'est pas je suis allé à une exposition impressionniste, j'ai vu un joli tableau. C'est pas ça. Mais c'est très bien les jolis tableaux, mais c'est pas ça. Picasso dit une fois pour toutes que la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. Voilà. Bon. Et puis la dernière image, qui est vraiment très extraordinaire, date de 1940, c'est l'année de sa mort, c'est quelques semaines avant sa mort, et il appelle ça « mort et feu ». Alors, est-ce qu'il a connaissance du fait que dans certains endroits, on tue des gens et ensuite on brûle ces gens qu'on a tués pour faire en sorte qu'on ne les retrouve pas? C'est assez extraordinaire. Et ce que je trouve peut-être le plus étonnant, c'est que vous ne savez plus très bien si c'est le portrait du bourreau ou le portrait de la victime. Le pire étant que dans ce type de situation, le bourreau finit par obliger la victime à lui ressembler, et que c'est bien ça, évidemment, l'horreur.
Je vous remercie.